Bonjour, nous avons vu dans les vidéos précédentes une première loi, la loi uniforme. Cette loi permet de modéliser le fait qu'une variable peut prendre au hasard des valeurs sur un intervalle donné. Par exemple, si, comme dans l'exemple qui vous est montré, x suit une loi sur l'intervalle 150-220, là, eh bien, on peut dire qu'il y a autant de chances que disons, que x prenne une valeur entre 150 et 160 que entre, par exemple, 170 et 180 ou 200 et 210, puisqu'on le voit, en fait, l'aire sur la courbe reste la même. Dans la nature, la plupart des phénomènes aléatoires ne suivent pas une telle loi. Par exemple, supposez que x désigne la taille en centimètres d'un homme à l'âge adulte. On va supposer que pour simplifier que x peut prendre des valeurs entre 150 et 220 en centimètres donc. On prend au hasard un homme dans la population. Pensez-vous que la probabilité que sa taille soit comprise entre 150 et 200 et 160 par exemple soit la même que celle qu'elle soit comprise entre 175 et 185? Clairement, non. On observe beaucoup plus d'hommes de taille comprise entre 1,75 m et 1,85 m que entre 1,50 m et 1,60 m. Donc ça nous permet de dire que dans ce cas-là, x, qui est donc la variable qui désigne la taille en centimètres, x ne suit pas une loi uniforme. Mais la question qui se pose alors, peut-on modéliser mathématiquement la taille par une autre loi que la loi uniforme? La réponse est oui. Alors, en fait, la taille d'un individu, c'est le résultat d'une grande quantité d'événements aléatoires liés à la génétique, à la famille, à l'alimentation, etc. Et les mathématiciens ont montré que lorsqu'un phénomène naturel était issu d'un grand nombre d'événements aléatoires indépendants, il suivait une loi particulière qu'on appelle la loi normale. Il se trouve que dans la nature, un très grand nombre de phénomènes sont le résultat de la superposition de causes aléatoires indépendantes et seront donc très bien modélisés par une loi normale. C'est ce qui rend si important cette loi et c'est pourquoi nous l'étudions en terminale ES. Alors à quoi elle ressemble cette loi, cette courbe? La courbe liée à la loi. En fait, on devrait plutôt parler de courbe au pluriel, car en fait, il s'agit d'une famille de courbes. Tout comme nous avons eu affaire à une famille de fonctions densité pour la loi uniforme. Alors, à quoi elle ressemble? Eh bien, voici déjà une loi normale, enfin, une fonction densité d'une loi normale. J'ai dit qu'il y en avait plusieurs. Eh bien, en fait, en voici une autre, et puis une autre, et puis encore une autre. Et puis, tenez, en voici encore une autre. En voici encore une autre. Vous voyez, en fait, je vais avoir une infinité de lois normales selon que je vais déplacer cette courbe, je vais l'aplatir plus ou moins. Alors, je ne l'aplatis pas n'importe comment, hein, on verra qu'il y a derrière une formule mathématique bien précise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les cas, l'aire sous la courbe reste égal à 1. On se rappelle que c'est une condition nécessaire pour qu'on ait affaire à une fonction densité. Alors, du fait de sa forme, cette courbe, ou ces courbes, on les appelle des courbes en cloche. On les appelle également les courbes de Gauss en hommage au mathématicien Gauss qui a beaucoup travaillé sur ces courbes. Dans notre cours, nous allons commencer par étudier une loi normale particulière. C'est en quelque sorte la plus simple. Et nous verrons que les autres lois normales se déduisent de cette loi. Cette loi particulière, on l'appelle la loi normale centrée réduite. Alors, pourquoi centrée réduite? Centrée, c'est assez facile à comprendre. Alors, je vous la montre, la loi normale centrée réduite. Donc, je reprends mes courbes. Je vais fixer une valeur particulière ici
et là, et la voici. Ça, c'est la loi normale centrée réduite. Alors, pour vous, elle ne diffère pas vraiment des autres lois, mais on verra pourquoi est-ce qu'elle est un peu différente des autres. Alors, pourquoi on l'appelle centrée réduite? Centrée, bah, c'est clair, vous voyez, elle est, contrairement aux autres lois, elle est centrée sur 0. C'est-à-dire qu'en fait, elle est symétrique hein, par rapport à l'axe des Y. Alors, réduite, c'est un peu plus compliqué à expliquer pour l'instant. On le comprendra un petit peu plus loin dans le cours. Alors, quelle est sa formule? Sa formule, je vais vous la montrer. Elle est pas, on va pas s'en servir en fait. Hein, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Alors, la voici. Je vous la montre parce que malgré tout, elle est jolie. Donc, f de x égale 1 sur racine carrée de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2. Voilà, c'est une courbe qui est très célèbre. Mais en fait, vous allez voir qu'on va pas s'en servir. On va vite comprendre pourquoi. Alors, revenons à la courbe. Notre courbe, donc, hein, si je prends un grapheur que je représente la courbe que je vous ai montré, enfin la fonction que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien on obtient cette courbe-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, déjà, elle présente une bosse, ici, hein, pour x égale 0. Elle est symétrique par rapport à l'axe vertical. À partir du sommet, là, on descend de chaque côté. Et en fait, la courbe, elle poursuit sa descente indéfiniment. Alors, on a l'impression que là, c'est une fonction qui est constante. Mais en fait, non, elle se rapproche toujours un petit peu plus de l'axe sans jamais le toucher. On a vraiment l'impression que la courbe coupe l'axe. En fait, c'est vrai que, par exemple, hein, pour x égale 10, ici, là, on ne voit pas, enfin, x égale 10, vous ne voyez pas, eh bien, en fait, l'écart entre la courbe et l'axe est très, 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 très petit. Il est de l'ordre de 5/10 millième de milliardième de milliardième. Hein, c'est vous dire qu'effectivement, à partir de, on va dire, de 4 ou 5, là, en fait, c'est pratiquement égal à 0. Alors, revenons à présent à des calculs, comment faire des calculs. On va considérer une variable x qui suit cette loi. Alors, en théorie, x peut prendre des valeurs entre moins l'infini et plus l'infini, puisqu'on vient de dire cette courbe, bien qu'elle se rapproche de l'axe des abscisses, cette courbe ne traverse jamais l'axe des abscisses, donc il y aura toujours une aire entre la courbe et l'axe des abscisses. Alors, supposons, je vous montre ici, là, voilà, hein, c'est à nouveau, c'est la même courbe, hein, dessinée différemment, mais supposons que l'on veuille calculer la probabilité que x soit entre 0 et 1. Ok? Bon, bah, on se dit, ok, hein, ça, on sait faire, a priori. Alors, je vous montre ceci. Donc, qu'est-ce que l'on sait? Bah, on sait que cette probabilité, on peut l'écrire comme ça. On peut également écrire x... Ah, j'ai fait une petite erreur. Bon, vous aurez corrigé vous-même, entre 0 et 1. On a vu donc que la fonction a cette allure-là. Hein, et on sait que donc que la probabilité, décidément, j'ai cumulé l'erreur, que x soit entre 0 et 1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Bon, alors si on a de grand F une primitive de petit f, on sait aussi que cette intégrale, c'est grand F de 1 moins grand F de 0. Donc on se dit, bah, il suffit de calculer grand F. Mais, problème, comme je le mets là, il n'est pas possible de déterminer grand F à l'aide des fonctions usuelles. C'est-à-dire que je ne vous montrerai pas la primitive de la fonction f, puisque de toute façon, on ne peut pas l'écrire simplement. Donc la solution, pour nous, cette année, ça va consister à utiliser la calculatrice pour calculer des valeurs approchées des probabilités. Voilà, donc il n'y aura pas de calcul de primitive de cette fonction-là, il n'y aura pas de calcul exact, en général, hein, sauf des cas particuliers, on verra ça, et donc on va utiliser la calculatrice. Alors, je vais vous montrer tout d'abord comment utiliser la calculatrice, par exemple ici la TI-83, pour calculer cette probabilité que x soit entre 0 et 1. Donc là, vous avez l'écran de la calculatrice, et là, je vais vous montrer les touches à utiliser. Donc,
il faudra utiliser, hein, comme on avait, enfin, la touche distrib qui est là, on l'a déjà utilisé lorsqu'on a utilisé la loi binomiale, souvenez-vous. Donc je fais seconde distrib, et là, sur mon écran, j'ai le choix entre plusieurs choses, et en fait, là, ce que je dois choisir, c'est la deuxième possibilité. Voilà, normal frep. Je confirme. Et là, j'ai un écran qui me propose plusieurs choses. Borne 1, borne sup, alors borne 1 comme borne inf en fait, hein, borne inférieure, borne supérieure, mu, sigma, et ensuite on collera le résultat dans la calculatrice. Alors, ce qu'il va falloir changer, éventuellement, c'est les valeurs qui sont là, 0 et 1. Alors, il se trouve que là, c'est les bonnes valeurs. La borne inf va correspondre à ce qui est en bas de mon intégrale. Hein. Vous souvenez-vous, je veux calculer l'intégrale de 0 à 1. C'est la probabilité que x soit entre 0 et 1. Donc, c'est 0 que j'indique ici. Et puisque x est inférieur ou égal à 1, j'indique 1 ici. Si j'avais voulu calculer la probabilité que x soit entre moins 1 et 1, ici j'aurais mis là moins 1. Donc là, c'est parfait, on a 0, on a 1. Ici, pour l'instant, on n'y touche pas, ces valeurs-là. Hein. C'est justement ici que lorsqu'on aura une loi normale qui est autre que la loi normale centrée réduite, eh bien, on changera ces valeurs-là. Mais pour l'instant, on n'y touche pas. Donc voilà, je fais hop, je fais ensuite coller, entrer, et voici le résultat. Donc, la probabilité que x soit entre 0 et 1 est à peu près égale à 0,3413, etc. Voici pour la TI. Si je prends la Casio, alors, voici le chemin à suivre. On commence par choisir le menu Stat. Ensuite, on choisit le sous-menu Dist en appuyant sur F5. Puis le sous-menu Norme comme normal en appuyant sur F1. Puis ici, on va choisir NCD en appuyant sur F2. Et vous voyez qu'on retrouve un écran qui ressemble à celui de tout à l'heure. Lower, ce qui correspond donc à la borne inférieure, Upper à la borne supérieure, Sigma et Mu, dont on reparlera plus tard. Donc, Lower 0, Upper 1, donc là, les valeurs sont déjà mises, donc je n'ai pas à y toucher. Entrer, exécuter, et voici le résultat. Vous voyez, alors il y a d'autres choses qui s'affichent, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la probabilité P, qui vaut à peu près 0,34134, etc. C'est bien le même résultat que nous avions trouvé avec la TI. Voilà. Alors pour terminer, prenons notre cours. Le cours résume un petit peu ce que l'on vient de dire, à savoir que, donc vous voyez, ça vient à la suite de la loi uniforme. Hein. Donc, ça s'intitule loi normale centrée réduite. Nous avons ici la définition. Alors, cette formule-là, je vous l'ai dit, elle n'est pas utile à connaître. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même l'allure générale de la courbe. Plusieurs petites remarques que j'ai déjà faites tout à l'heure. La courbe de cette densité, on l'appelle la courbe de Gauss. L'aire sur la courbe est égale à 1. La courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et, remarque importante, il n'est pas possible de déterminer une primitive de f à l'aide des fonctions usuelles. Il faut donc utiliser la calculatrice pour calculer des valeurs approchées des probabilités. Alors, j'ai rappelé ici une manip possible sur la calculatrice TI et Casio. Vous pouvez également regarder dans votre livre, hein, vous avez une page, je ne sais plus à quelle page, mais vous avez une copie, des copies d'écran pour utiliser vos calculatrices, ou bien revoir la vidéo. De toute façon, on aura l'occasion de s'entraîner dans des exercices. Pour terminer sur cette loi normale centrée réduite, deux choses. On doit retenir ces valeurs particulières. Alors, pourquoi on les retient? En fait, la probabilité que x soit entre moins 1,96 et plus 1,96 est à peu près égale à 0,95. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si je prends la courbe, que je me place entre moins 0,96, donc là c'est approximatif, hein, et 0,96, excusez-moi, entre moins, non, je vais tromper, entre 1,96, bon, on va dire à peu près par là, et disons moins 1,96, on va dire à peu près par là,
Eh bien, l'air en bleu, c'est 95% de l'air total. Donc, c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure. La probabilité que x soit entre moins 1,96 et 1,96 est égale à 0,95. Cette valeur-là, il faut la connaître par cœur. Il y a des exercices, on le verra, qui se basent sur le fait que vous connaissez cette valeur-là par cœur. Alors, moins 1,96, c'est pas facile à retenir au départ, mais on s'y fait assez vite. Et voilà, c'est les valeurs qui permettent d'obtenir 95% de la valeur de l'air. Voilà. Bien, eh bien, j'ai terminé, je pense, la vidéo. Ah non, voilà, il me restait une dernière petite chose à vous dire sur l'espérance. Alors, résultat assez évident. Regardez à nouveau cette courbe, ou celle-ci, voilà, encore plus simple. À votre avis, quand vous voyez cette courbe, quelle est la valeur moyenne prise par x qui suit cette loi? Je pense que vous n'aurez pas de mal à me dire que la valeur moyenne, c'est 0. En effet, regardez, la courbe est en symétrie par rapport à l'axe des Y. On a autant de chances de se trouver à droite ou à gauche. Donc en faisant la moyenne des valeurs, eh bien, la moyenne sera égale à 0. Alors, ce n'est pas une vraie démonstration, mais on s'en contentera. Et en tout cas, on retiendra que l'espérance d'une variable qui suit une loi normale centrée réduite, cette espérance est égale à 0. Voilà ce que vous devez connaître sur la loi normale centrée réduite. Merci de votre attention.